Voilà, merci Achille pour voilà, de me passer la parole. Le parcours du stagiaire associé en France est parsemé de plusieurs possibilités et il peut être variable en fonction du stagiaire associé lui-même quand il prend son poste dès le départ. Et parce qu'il y a plusieurs versants, donc j'aurai l'honneur de parler du stagiaire associé qui signe un contrat avant de commencer sa PAE. Et comme tu l'as bien dit au moment de la présentation, la PAE, cette procédure d'autorisation d'exercice qu'on peut entamer après avoir signé un contrat de stagiaire associé ou pas. On aura l'occasion d'en parler tout au long de la présentation. Et donc, au cours de la présentation, j'ai commencé par un contexte historique dans le plan. J'ai mis d'abord un petit contexte historique. Ensuite, pour Achille, tu peux faire passer le. Donc, il y aura initialement un contexte historique pour parler un peu de l'origine du stagiaire associé, quelques généralités, et par la suite la définition de ce que c'est qu'un stagiaire associé, les conditions de stage, parce qu'il s'agit bien évidemment d'un stage, les difficultés pour un stagiaire associé, ce que un stagiaire associé ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il peut faire le stagiaire associé et les avantages de signer un contrat de stagiaire associé avant de commencer sa PAE. Et on va finir par un résumé. Alors, il est important de savoir que depuis 1985, dans un contexte de manque de praticiens associés, de praticiens en France, de médecins en France, l'État français a fait appel à des médecins qui venaient d'ailleurs, notamment des médecins qui étaient formés hors de l'Union européenne. Et quand ces médecins arrivaient dans les années 90 et autres, ils avaient des autorisations de travail qu'ils signaient parfois du gré à gré avec les chefs de service, avec les directeurs d'hôpitaux, etc. Et la plupart de ces médecins, ils venaient notamment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et de partout ailleurs. Si on se focalise sur le plan africain, parce que voilà, on a des revues et dans plusieurs articles noté qu'un tiers de ces médecins venaient du Maghreb, dont 16% du Maroc et de la Tunisie, et surtout 14,3% venaient d'Algérie. Et on peut bien voir que 12,5% venaient d'Afrique ou viennent d'Afrique subsaharienne. Pour ce qui nous concerne, nous les Camerounais, j'ai pas trouvé de pourcentage, j'ai pas trouvé le nombre exact ou le pourcentage de Camerounais qui viennent en France dans ce contexte-là, en tant que praticiens à diplôme hors Union européenne. Et donc, depuis 2011, parce qu'il n'y avait aucune structuration, l'État français a donc créé le statut de stagiaire associé, qui est bien perceptible dans l'article R 61 34-2 du Code de la santé publique et la circulaire interministérielle que voilà du 7 mars 2012 relative aux conditions d'accueil et de recrutement du stagiaire associé. Donc, depuis 2011, ça a été créé pour pouvoir bien structurer, savoir que quand le médecin étranger il arrive en France, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire et combien de temps est-ce qu'il peut rester sur le territoire français. Donc, un stagiaire associé, c'est un médecin étranger qui exerce la médecine hors de la France et qui vient en France pour bénéficier d'une formation complémentaire qui conduit à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, surtout dans le cadre d'une convention de coopération internationale hospitalière, parce que ça, c'est très important. Et quand on vient, qu'on soit médecin généraliste, cardiologue, c'est valable pour tout le monde, le statut de stagiaire associé. Et dans cette convention de coopération internationale hospitalière, est basée elle est définie dans le contenu de l'article du 16 mai 2011. Et cette convention d'accueil est signée entre le médecin étranger qui est dans son pays, un établissement public hospitalier en France qui est agréé à la formation des internes, parce que quand il arrive avec un statut de stagiaire. Et dans l'établissement, il faut la signature du directeur de l'hôpital et la signature du médecin qui sera responsable du stagiaire.
Et enfin, la convention sera également avec un établissement de santé étranger où le praticien étranger se trouve. Il n'est pas obligé il n'est pas obligé de travailler dans l'établissement hospitalier en question pour pouvoir signer la convention de coopération internationale. Et donc, dans les conditions de stage, la convention initiale, le premier contrat, c'est un contrat de 6 mois, maximum, de 6 mois. Et ce contrat, il peut être renouvelé 3 fois pour une durée maximale de 2 ans. C'est-à-dire que quand le stagiaire associé, il arrive initialement avec un statut, avec un contrat de 6 mois, il peut rester pendant 2 ans dans le même hôpital ou il peut changer d'hôpital. Ça fait partie des conditions. Et les conditions d'emploi et de rémunération du stagiaire associé sont similaires à celles d'un faisant fonction d'interne en France. Toujours dans les conditions de stage, il faut savoir qu'aucune formation universitaire n'est possible pendant la durée du stage. C'est-à-dire que dans les 2 ans que le stagiaire associé va faire en France, aucune formation universitaire et qu'une attestation de reconnaissance de qualification est remise et attribuée aux stagiaires à la fin de ces 2 ans. Donc ça fait partie un peu des conditions de stage dès la base que le stagiaire associé, il signe avant de commencer son stage. Quelques difficultés pour le stagiaire associé. Et comme le modérateur l'a dit, j'ai été stagiaire associé et ces difficultés et tout ce que je vais raconter tout au long de ma présentation s'inspire de mon expérience personnelle. J'ai surtout fait ressortir une difficulté d'adaptation au système de santé français parce que quand on vient d'ailleurs, c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes conditions de travail. Donc, ça demande du temps de s'adapter au système de santé français, bien qu'on parvienne finalement à bien s'adapter. Et cette difficulté d'adaptation peut être en rapport avec parfois un manque de communication pour certains, des conflits entre le stagiaire associé, les collègues ou le responsable du stage, quelques problèmes hiérarchiques. Et pour ce qui est du plan social, après, ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui arrivent, qui ont des amis, il y en a qui arrivent, qui ont des familles. Donc, en dehors de l'hôpital, chacun s'adapte de sa manière. Qu'est-ce qu'un stagiaire associé ne peut pas faire? Ça, c'est très important. Comme on l'a dit plus haut, un stagiaire associé pendant son stage, il ne peut pas faire de formation universitaire. Donc, pas de diplôme universitaire, pas de diplôme universitaire, pas de diplôme interuniversitaire qu'on appelle habituellement les DU. Le stagiaire associé ne peut pas travailler dans un établissement autre que celui avec lequel il a signé la convention initiale. Il ne peut pas travailler dans un établissement de santé privé non plus. Donc, voilà un peu ce que le stagiaire associé ne peut pas faire. Alors, qu'est-ce que le stagiaire associé peut faire pendant son stage? Il peut surtout changer d'établissement, c'est-à-dire qu'il arrive initialement avec un contrat de 6 mois. Et si au bout des 6 mois, il voit que voilà, ça ne va pas très bien avec l'hôpital, avec le service, il postule ailleurs, toujours en France, dans un autre hôpital, et il continue son stage. Sauf que l'hôpital qui l'accueille va bien prendre en compte les 6 mois qu'il a fait dans l'autre hôpital pour cumuler les 2 ans en question. Il peut, dans le même établissement de santé, changer de service, c'est-à-dire pour un médecin généraliste particulièrement, il peut quitter des urgences pour le service de gériatrie, pour le service de médecine interne. Il peut, un stagiaire associé, lorsqu'il est spécialiste, postuler pour un diplôme de formation médicale spécialisé appliqué, surtout appliqué, parce qu'il est déjà spécialiste et là, il va changer de statut, quitter du statut de stagiaire à statut d'étudiant. Mais il est surtout important pour un stagiaire associé parce il ne peut pas travailler plus de 2 ans sur le territoire français, de faire une fixation sur les épreuves de vérification des connaissances fondamentales et pratiques, qui est un examen qui est organisé par l'État français toutes les années. Habituellement, avant le Covid, c'était un examen qui était organisé dans la période d'octobre à décembre. Mais depuis le Covid, il y a des modifications. En 2020, ça n'a pas été organisé. En 2022 également, ça n'a pas été organisé.
et dont les épreuves de vérification de connaissances fondamentales et pratiques sont la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice, comme on l'a si bien dit depuis le départ. Donc, première étape de la procédure d'autorisation d'exercice, une fois qu'on réussit aux épreuves de vérification de connaissances fondamentales et pratiques, on entame une procédure de consolidation de connaissances qui dure 2 ans. Avant 2022, c'était 3 ans. Et après les 2 ans, on soumet un dossier à la commission d'autorisation d'exercice qui a 2 réponses, qui peut décider soit de compléter son parcours de consolidation de connaissances, soit qui va accepter, qui va attribuer, qui va demander aux praticiens qui va permettre aux praticiens de s'inscrire à l'ordre des médecins et avoir un numéro REPPS, le répertoire partagé des professionnels de santé. Mais je reviens sur le parcours de consolidation de connaissances qui dure 2 ans et qui avant durait 3 ans pour dire que ce parcours de consolidation de connaissances, il est variable en fonction de la spécialisation. Pour le médecin généraliste, il faut par exemple faire 1 mois en pédiatrie, 1 mois en gynécologie et 6 mois dans un service de médecine, ça c'est obligatoire. Et c'est comme ça que ce même parcours de consolidation de connaissances est variable pour un cardiologue, pour un neurologue, pour un anesthésiste. Donc, c'est pas pareil. Les avantages à signer un contrat de stagiaire associé avant de commencer la PAE, comme on l'a si bien dit, on n'est pas obligé de commencer sa procédure d'autorisation, on n'est pas obligé d'être stagiaire associé avant de commencer sa procédure d'autorisation d'exercice. Les gens doivent savoir que même étant ailleurs, en dehors de la France, on peut postuler aux épreuves de vérification de connaissances sans toutefois être stagiaire associé. Et quand on postule, une fois qu'on a l'autorisation à participer, les ambassades dans les pays octroient entre 1 mois et 3 mois pour venir composer les épreuves. Et quand on réussit, on obtient un poste, on est affecté. Ça aussi, ça a changé. On est affecté dans un hôpital et on commence sa procédure d'autorisation d'exercice. Et donc, pour celui qui a été en France et qui a été stagiaire associé, il y a des petits avantages comme avoir de l'expérience du terrain et avoir une idée sur le système de santé, avoir surtout une autonomie sur le plan pratique qui est très important. Donc, voilà. Donc, en résumé, le praticien s'engage donc à ne suivre aucune formation universitaire pendant son séjour, puisqu'il vient en France pour acquérir une nouvelle technique et perfectionner sa pratique. Il s'agit d'un nouveau statut, une nouvelle méthode de travail. C'est un sacrifice, avec surtout à la fin une possibilité d'insertion, notamment la réussite aux épreuves de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. Donc, voilà un peu quelques mots sur le parcours du stagiaire associé camerounais en France. Donc voilà, merci. Merci Stéphane pour ce topo. Je demande à ceux qui viennent de se connecter de désactiver vos vidéos et micros pour un meilleur rendu, s'il vous plaît. Désactivez vos micros et vidéos, s'il vous plaît. Tout ça se sera fait pendant la séance des échanges, s'il vous plaît. Donc, Stéphane dont on m'a parlé, je signe, il est stagiaire, il était d'abord stagiaire associé. Monsieur Kandem, Monsieur Joseph, vous pouvez désactiver vos vidéos, s'il vous plaît. Merci. Donc, Stéphane a parlé du parcours, c'est-à-dire de son parcours. Il était stagiaire associé. Avant d'intégrer, et pendant qu'il était stagiaire associé, il a donc fait sa procédure, c'est-à-dire il a passé les EVC, les épreuves de vérification de connaissances. Donc, il était déjà sur le terrain, donc ça a été un avantage pour lui, je pense. Donc, ce qui n'a pas été le cas, les questions, ce seront à la fin, comme j'ai dit. Donc, on va passer avec le prochain topo, sera le topo du docteur Chonang. Elle, par contre, le docteur Chonang, elle a fait un parcours médical camerounais, c'est-à-dire que elle est issue de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé. Elle a fait ses 7 ans.
Ensuite, elle a un peu bossé à Yaoundé comme médecin généraliste. Entre-temps, elle a donc trouvé un master de santé publique en France. Elle est arrivée en France pour son master de... Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, coupez les micros et vidéos pour le meilleur rendu. Merci. Donc voilà, elle a donc intégré la France. Elle est arrivée en France pour ce master de santé publique. Et pendant qu'elle était là, elle a donc passé ses EBC, qu'elle a réussi brillamment. Elle a donc commencé son parcours de PAE, c'est-à-dire la procédure, comme on l'a dit, d'autorisation d'exercice. Il a eu, et actuellement, elle est en France, donc elle est dans son parcours, donc c'est-à-dire qu'actuellement, elle est dans ce parcours de PAE. Donc, je vais donc passer la parole au docteur Chonan qui va nous parler. Je valide les EVC. Elle a validé ses EVC sans jamais avoir travaillé dans le système français et actuellement, et il travaille. Donc, Ornella, tu as la parole. Tu peux partager ton écran. Si tu as des soucis, tu me fais signe. D'accord. Merci encore à tout le monde de désactiver micro et vidéo pour un meilleur rendu. C'est bon? C'est bon. OK. Merci à tout le monde. Merci à de me passer la parole. Je suis Ornella Karine Chonan Taté, praticienne associée en médecine générale. Alors, je vais vous parler du parcours du médecin camerounais stagiaire associé en France. En suivant le plan suivant, je vais parler en parlant de mon expérience personnelle. Je pense que l'on pourra mieux comprendre. Déjà en faisant des rappels sur certaines définitions, les statistiques, en parlant de la procédure d'inscription, comment ça se passe, en parlant de l'examen, l'EVC, la procédure de choix, ensuite le parcours de consolidation des connaissances, comment ça se déroule, et puis les difficultés rencontrées qui ne sont forcément pas les miennes, et enfin le résumé. Alors, c'est quoi la PAE? Moi, initialement, quand je m'inscrivais, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Mais en fait, la PAE, c'est la procédure d'autorisation d'exercice qui est constituée de l'EVC, qui est la première étape pour la procédure, pour la PAE. Après l'EVC, qui est un examen, on fait un parcours de consolidation des connaissances qui dure en moyenne 2 ans en fonction des spécialités, ça varie. La cible de cette procédure, ce sont les médecins qui ont obtenu leur diplôme dans un pays hors non membre de l'Union européenne comme le Cameroun, avec pour but d'exercer dans la profession, leur profession ou leur spécialité en France. Je précise encore, je tiens à préciser sur la spécialité parce que parfois il y a des gens qui demandent si je suis médecin généraliste au Cameroun, est-ce que je peux composer la PAE de cardiologie en France? Non. Si tu es médecin généraliste au Cameroun, si tu es médecin généraliste au Cameroun, tu composes la PAE, l'EVC de médecine générale. Si tu es cardiologue, pareil, tu composes l'EVC de cardiologie. Et avec le diplôme de médecine générale, on peut concourir à 3 spécialités en France pour les EVC, notamment la médecine générale qui est considérée comme une spécialité en France, la médecine d'urgence et la gériatrie. Avant 2019, si je ne dis pas une bêtise, on pouvait également composer la médecine de travail avec son diplôme de médecin généraliste hors Union européenne. Mais maintenant, c'est juste ces 3 spécialités auxquelles on peut concourir. Là, je vous montre un tableau de statistiques des candidats qui s'inscrivent généralement en moyenne parce que pour moi, personnellement, c'était un peu ma plus grosse frayeur quand je voyais la liste du nombre de candidats qui s'inscrivent et le pourcentage et après, quand tu calcules le ratio, ça effraie beaucoup. Et là, c'est un bilan des épreuves de vérification de connaissances que j'ai eu sur la page du CNG et le dernier recensement date de 2018. Mais en ce qui concerne l'épreuve de 2021, le VC que moi j'ai composé, on était près de 4000 participants, si je ne dis pas une bêtise, et puis pour environ 1300 qui étaient présents le jour de l'examen. Et au total, on avait besoin de 366. Il y avait 366 postes de médecine générale ouverts.
265 en gériatrie et 120 en médecine d'urgence. Maintenant, il faut dire que le ratio n'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup plus de candidats en médecine générale, un peu plus de postes, contrairement à la gériatrie. Je pense l'année dernière, en 2021, ils étaient environ 400 à composer pour 205. Du coup, tu as une chance sur deux de réussir. Contrairement à la médecine générale, tu as plus ou moins de chances de réussir. Ensuite, on a un tableau de répartition des candidats par nationalité. Très souvent, les candidats qui s'inscrivent beaucoup plus, ce sont les Algériens, les candidats des pays maghrébiens, notamment les Algériens. On a là pratiquement 47% sont d'origine algérienne. Les Camerounais, beaucoup moins. Maintenant, on va savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que par manque d'informations ou alors, je ne sais pas, pour autre raison. Nos frères ivoiriens, encore moins. Et puis, pareil pour le Sénégal. Et après, il y a aussi les Tunisiens qui s'inscrivent un peu plus. Maintenant, j'ose croire, déjà au vu du nombre de personnes qui sont connectées ce soir, que dans 2 ans, 3 ans, il y aura beaucoup plus de candidats, j'espère, camerounais qui vont pouvoir s'inscrire et puis, bien évidemment, réussir aux EVC. Bon, comment ça se passe l'inscription? Tout d'abord, l'inscription, elle se fait en ligne. Bien sûr, elle est gratuite, il faut préciser. Après, les diplômes nécessaires, il ne faut pas grand-chose. Il faut la copie de son doctorat. Pour le médecin généraliste, la copie de ton doctorat en médecine générale. Pour le spécialiste, la copie de ton diplôme en cardio-pneumo, je ne sais pas trop. Une pièce d'identité, une CNI pour les élus. Passeport, ça peut passer également. Et puis, un test de niveau de langue. Après, selon l'article qui est mentionné là, il y a plusieurs types de justificatifs qu'on peut présenter pour prouver son niveau de langue. Moi, personnellement, j'avais demandé une attestation d'études en langue à l'université dans laquelle j'ai fréquenté, notamment la FMSB, qui me donne une attestation qui prouve que durant les 7 ans que je faisais mes études de médecine, j'ai fréquenté en langue française et puis du coup, ça passe aussi. Après, si vous ne pouvez pas avoir ça dans vos universités, vous pouvez faire un test de langue à l'Institut français ou bien tout autre justificatif. C'est quoi les EVC? On le disait tout à l'heure, l'épreuve de vérification des connaissances, c'est 2 épreuves écrites. Il n'y a pas d'épreuve orale. Maintenant, c'est subdivisé en 2 parties, l'épreuve de vérification de connaissances fondamentales et puis l'épreuve de vérification de connaissances pratiques. Après, honnêtement, pour moi, il n'y a pas vraiment de très grande différence parce que déjà, ce sont les mêmes sujets, ce sont les mêmes chapitres qu'on aborde. Mais après, l'épreuve fondamentale, c'est un peu plus des questions plus courtes. Contrairement à l'épreuve pratique, ce sont des cas cliniques, je dirais, mais au fond, ce sont les mêmes sujets, ce sont les mêmes pathologies pour la plupart qu'on aborde. Après, c'est noté sur 20 l'épreuve fondamentale et l'épreuve pratique avec une note éliminatoire de 6. Donc, du coup, si tu as, je ne sais pas, 20 sur 20 en épreuve fondamentale et tu as un 5 sur 20 à l'épreuve pratique, tu es éliminé. Après, pour ceux qui ont la chance de réussir aux EVC, il y a la procédure de choix d'affectation. C'est une réforme qui date de 2022 parce qu'avant les EVC 2021, lorsque tu réussissais, tu postulais toi-même des candidatures spontanées auprès des hôpitaux. Maintenant, il y a une procédure d'affectation. L'affectation se fait en fonction de ton rang et de tes vœux. Après, pour ceux qui s'inscrivent aussi aux EVC, il y a 2 listes, il y a 2 types de lauréats, les lauréats de la liste A et les lauréats de la liste B qui sont tous ceux qui sont réfugiés politiques, des bénéficiaires d'asile et puis les autres, notamment moi, j'étais lauréat de la liste A sur la liste principale parce qu'il y a une liste principale et puis il y a une liste d'attente pour ceux qui vont se désister par la suite. Donc, les vœux se font toujours pareil, c'est dématérialisé, c'est sur la plateforme informatique du CNG, qui est le Centre national de gestion qui organise les EVC et puis la procédure de choix et d'affectation aussi. Donc, après son affectation, lorsqu'on est affecté par le CNG, on a un délai pour ceux qui n'ont jamais pratiqué en France ou bien qui ne sont pas actuellement dans un hôpital, comme moi, par exemple, c'était mon cas. Après mon affectation, j'avais un délai de 2 mois. On a en moyenne un délai de 2 mois pour rejoindre son poste d'affectation.
Et puis, quand tu es affecté, tu débutes ce qu'on appelle le parcours de consolidation des connaissances. C'est un parcours qui dure 2 ans pour les médecins généralistes. Je crois que Stéphane le disait tout à l'heure. Et puis, ça varie en fonction des spécialités, notamment les sages-femmes et les médecins bucco-dentaires. Je crois que ça dure 1 an. Mais pour les médecins généralistes, c'est d'une durée de 2 ans. Donc, pendant le stage, tu es soit affecté, lorsque tu réussis, tu commences ton parcours de consolidation, tu es soit affecté dans un service de médecine po, de gériatrie, USSR, USLD, ou tout autre service, même la médecine d'urgence. Mais après, si tu es affecté dans un autre service en tant que généraliste, autre que la médecine polyvalente ou un service de gériatrie, tu dois impérativement faire un stage de 6 mois validant dans un service de médecine polyvalente, de 30 jours dans un service de pédiatrie et 30 jours dans un service de gynécologie. Ça, c'est pour ceux qui ont le VC de médecine générale. Maintenant, ceux qui ont le VC de médecine de gériatrie, les médecins généralistes qui ont le VC de gériatrie, tu dois valider ce qu'ils appellent, enseignement appelé la capacité de gériatrie, parce que maintenant, c'est le DU de médecine polyvalente. Après, pour toute autre spécialité, il y a des spécificités à respecter pour pouvoir valider ton parcours de consolidation de connaissances. Pendant ton parcours également, tu peux faire une formation universitaire ou bien interuniversitaire dans certains contrats de travail, on te donne des jours pour faire tes formations. Certains hôpitaux également payent les formations, vraiment tous frais payés entre les frais universitaires, le logement, les transports. Certains hôpitaux payent tout ça pour leurs praticiens associés. Toujours pour le parcours de connaissances, quand tu es dans ton hôpital, c'est vrai, il y a des conditions pour pouvoir également valider, notamment la présence d'au moins un praticien hospitalier pour valider ton stage. Valider le stage, c'est-à-dire à la fin, à chaque trimestre, on fait un rapport d'évaluation semestrielle qui est en fonction de tes compétences médicales, ton intégration dans l'équipe médicale et paramédicale. Et puis, au bout des 2 ans, tu as ta validation, tu peux passer à la commission d'autorisation d'exercice à la fin de ton parcours. Je crois que c'est ça. En ce qui concerne les difficultés rencontrées, la difficulté du voyage et déplacement pour composer, c'était pas forcément elle n'était pas mienne, quoi, parce que moi, j'étais déjà sur le territoire français, mais je connais des gens qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas pu avoir le visa ou bien pour une raison ou une autre. Et même parfois, quand vous voyez la liste d'inscrits et la liste de présents, très souvent, certains décident d'abandonner, mais d'autres ne sont pas sur place parce que ils n'ont pas eu le visa ou de moyens de déplacement pour venir composer. Après, autre difficulté, pour moi, j'avais aussi un manque d'informations parce que, comme je disais tout à l'heure, quand je me lançais quand je m'inscrivais en août 2021, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis seulement dit, fais-le et puis tu verras sur le tas, tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas mieux comprendre. Donc, je pense que maintenant, et surtout que quand moi je composais, il y avait un peu moins je pas moins de lauréats, mais il y avait moins d'aînés pour nous guider, fais ci, fais ça. Mais maintenant, je pense qu'il y a déjà beaucoup plus de personnes qui maîtrisent un peu mieux la procédure et puis il y en a qui sont volontaires à encourager les autres, attirer les autres. Ensuite, comme autre difficulté pour moi, c'est en tant que praticienne associée, tu es autonome. Stéphane le disait par exemple tout à l'heure, stagiaire associé, tu n'es pas si autonome que ça parce que quand tu as un cas, tu présentes auprès du praticien ou bien du associé ou bien hospitalier. Mais en tant que PA, quand tu as le statut de PA, tu gères tes patients toi-même. À la limite, tu peux pouvoir avoir des conseils pluridisciplinaires, tu peux voir un aîné pour un avis, mais tu es responsable de ton patient. Ce qui est un peu compliqué parce que tu rentres, bien évidemment, tu viens à peine de commencer, tu es dans un nouveau système de santé, les pathologies ne sont pas forcément presque pareilles, donc parfois c'est un peu compliqué. Mais moi, je pense, pour tous ceux qui ont fait, je ne doute pas de nos compétences en tant que Camerounais tout d'abord, et puis en tant qu'Africain. Donc, du coup, je pense que pour ceux qui ont bien fait leur médecine, qui ont bien fait leur stage, au bout, maxi 2 semaines, 1 mois, tu t'adaptes très facilement. En résumé, j'espère que je n'étais pas longue. La PAE, c'est quoi? C'est l'EVC. D'abord, tu réussis tes EVC. Ensuite, tu passes par un parcours de consolidation de connaissances, comme je disais, qui dure pour le médecin généraliste, dure 2 ans. À la fin de tes 2 ans, tu
un passage en CAE. Et puis, à la fin, si on valide ton parcours, on te donne l'autorisation d'exercice dans ta spécialité. Merci. Alors, merci Ornella pour cette superbe présentation. Donc, elle était vraiment super ta présentation. Donc, toi, par rapport à Stéphane, toi, tu n'avais jamais tu n'avais pas un parcours français, tu n'avais jamais travaillé dans un hôpital français, donc tu as passé tes EVC, tu es entré, disons, dans la danse, et puis tu es toujours là, donc ça veut dire ça peut se faire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les questions, ce sera à la fin. Et juste pour dire, c'est vrai que là, on est en train de parler surtout de médecins, mais je tiens à rappeler que les EVC, la procédure de PAE ne concerne pas que les médecins. Les pharmaciens sont concernés aussi, les chirurgiens dentistes sont concernés aussi, mais pas les sages-femmes pour le moment. Donc, c'était la précision. C'est vrai que là, on parle plus de médecins, mais les chirurgiens dentistes et les pharmaciens peuvent faire la procédure aussi de PAE, c'est-à-dire la procédure d'autorisation d'exercice. Sur ce, je vais passer donc la parole à l'ami Innocentis, il est connecté d'Adamessi. Le docteur d'Adamessi est donc praticien hospitalier, chef de service de gastro-entérologie au centre hospitalier de Saint-Quentin. Lui, par contre, il a une formation purement française. Il a fait toutes ses études médicales en France, du 2e jusqu'au 3e cycle en France. Donc, il est avec nous, mais il est en mission actuellement à Kigali. Donc, si Innocent, si tu es connecté, s'il te plaît, tu as la parole, ton topo, je suis un PH qui accueille les stagiaires associés. Il faut savoir que dans le service du docteur Dadamessi, il y a pas mal de Camerounais qui sont passés dans son service. Actuellement, il y en a encore comme stagiaires associés, comme FFI faisant fonction d'interne. Et quand il a la possibilité, je le sais, même quand il y a d'autres services qui ont besoin de stagiaires associés, que ce soit des services différents du sien, il essaye de faire de son mieux pour que nos connationaux, nos frères, nos sœurs essayent de s'intégrer. Bon, voilà. Innocenti, est-ce que tu m'écoutes? Je sais que depuis Kigali, ce ne sera Tu pas facile. m'entends? Je t'entends très bien, Innocenti. C'est bon. Alors, Bonsoir, Innocenti. bonjour, merci. Merci pour la présentation. Ouais. Merci aux deux précédents orateurs. Je pense que c'était brillant et très clair. Moi, je vais être un peu plus simple. Je vais dire un petit peu les petites recettes du quotidien, comment on fait, comment on favorise l'intégration. On a vu un tableau sur lequel on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de Camerounais, il n'y avait pas une densité camerounaise dans le paysage médical, en tout cas en formation en France. Il faut aussi bien préciser, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent du Cameroun. Le but, c'est pas de siphonner les médecins camerounais, bien au contraire, c'est simplement comment on peut aider à apporter, une petite part dans la formation ou dans le perfectionnement à des médecins ou des étudiants camerounais qui viennent pas pour s'installer, pas toujours, ils viennent tous pour acquérir ce que nous pouvons apporter de plus qu'ils n'ont pas pu avoir lors de leur formation. Alors, on a vu la situation, c'est que en France, il y a environ 36 000, je crois, c'est ce que j'ai vu dans les statistiques, 36 000 Moi, j'ai des diapos si tu en as besoin. Ouais, vas-y, si tu défiles, ce serait bien, je pense, pour tout le monde. Donc, je t'en prie. Donc, disais-je, en France, on compte environ 36 000 internes. C'est bien ça? Merci. Tu me dis merci avant. Non, j'ai arrêté la diapo d'Ornella, s'il te plaît. Ça passe? Non? Ben, c'est pas grave, s'ils ont sur diapo, je vais essayer de… Non, ça va aller. Continue à parler pendant que je cherche, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, si on regarde les stats, on va voir qu'il y a environ 36 000 internes. C'est ce que j'ai lu dans tous les documents qu'on peut voir. Et parmi eux, il y a 4 300 stagiaires ou faisant fonction d'interne. Donc, il y a plus de 10% de personnes en formation qui sont des personnes qu'on appelle communément des faisant fonction d'interne.
Ils ont une mission qui est claire, qui se rapproche de celle d'un interne, on va dire, de spécialité, français ou pas français. Mais il faut surtout savoir qu'on vient en France dans ces conditions pour travailler, je pense, c'est la chose la plus importante, en accord avec. C'est bon pour toi, la diapo? Tu peux aller. Je suis à la 3e déjà. La 2e, c'est bien, parfait. Donc, je disais, les missions qui sont celles d'un stagiaire ou d'un faisant fonction d'interne, c'est des missions qui se rapprochent de celles d'un interne de spécialité. Dans le service, il n'y a pas de différence au quotidien entre un interne, entre guillemets, français et un stagiaire associé. Simplement, il faut une bonne base, il faut un deal entre le stagiaire qui arrive et le service qui l'accueille. Et dans le service qui l'accueille, il y a, à mon sens, l'établissement, il y a l'institution, il y a le service, mais surtout le praticien. Je ne dis pas forcément un chef de service. Donc, il faut de part et d'autre que les gens acceptent de travailler ensemble et qu'au départ, ils puissent avoir de la confiance. Quand il y a de la confiance, les gens travaillent de façon beaucoup plus sereine, ils apprennent et puis ils donnent beaucoup dans le service. Alors, ils ont, les FFI, je disais, une activité qui est quasiment la même que celle d'un interne de spécialité. C'est de la visite, c'est des prescriptions, c'est des diagnostics, c'est des traitements. Ils participent aux réunions de service, à des RCP de service. Et puis surtout, une particularité, dans les services médico-techniques, je pense que la vidéo ne passe pas, mais ce n'est pas grave, j'espère que vous m'entendez. Non, c'est bon. Allô. Donc, dans les services, c'est parfait, dans les services médico-techniques, il faudra bien au départ être d'accord pourquoi on vient. Parce que si on vient dans un service de chirurgie pour être dans le couloir, ça ne vaut pas la peine. Si on vient dans un service d'endoscopie pour ne pas techniquer, ça ne vaut pas la peine. Donc, je pense qu'au départ, tout se tient sur un deal. Le niveau, les objectifs sur ce qu'on veut acquérir et puis voir si c'est tout à fait compatible avec, on va dire, le fonctionnement du service. Les internes FFI ont les mêmes droits, je pense. On regardera un peu, on peut discuter. Ils ont les mêmes droits que les internes, c'est-à-dire sur le temps de travail, sur les congés, les droits syndicaux. Ils ont une garantie qui se rapproche de celle des internes. Et puis, si tu vas à la diapositive d'après, on va voir, c'est ce qui a été dit avant, je ne vais pas répéter. Moi, je pense que d'être FFI, dans un cadre bien défini, ça permet d'être au contact un peu du fonctionnement du système français et ça aide après quand on veut passer, par exemple, le VC, comme on a dit tout à l'heure. Je pense que ceux qui sont passés, en tout cas l'expérience que j'ai, c'est que ceux qui sont passés, qui étaient volontaires, qui étaient bosseurs, ils ont quasiment tous réussi leurs examens de VC et par la suite la PAE. Alors, c'est quoi les responsabilités? Tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. La responsabilité, c'est surtout ne pas faire venir un médecin qui souvent est déjà expérimenté, qui vient juste pour un perfectionnement. Il ne faut pas lui donner un rôle d'externe, mais c'est vraiment un rôle d'interne. Et ça doit être clairement, on va dire, défini entre les deux parties au tout début. Il faut savoir qu'il y a toujours un petit peu des réticences parce que sur le plan juridique, on dit qui est responsable. Surtout, je reprends dans les spécialités où il y a du médico-technique. Mais ce qui est important, c'est que dès le départ, en tout cas dans l'institution dans laquelle je travaille, ils vont avoir un contrat de responsabilité civile professionnelle qui les met au même titre que les internes, on va dire, les internes français. Et c'est cette responsabilité civile professionnelle qui peut protéger, qui permet de protéger le stagiaire ou l'interne quand il y a les erreurs. Je pense par exemple des erreurs de prescription, des erreurs de ce qu'on appelle couramment les abus de fonction. Le contrat de responsabilité civile professionnelle et de protection juridique, il est important. C'est-à-dire quand un stagiaire arrive dans le service le lundi matin, il ne visite pas, il ne touche pas le malade tant que, avec l'administration, tout cela n'a pas été réglé et tiré au clair. Alors, il y a un petit point, c'est que quand ils sont affectés dans un service, je ne suis pas sûr, mais certains, dans le débat qui suivra, peut-être que beaucoup de gens ont des expériences, je ne suis pas sûr qu'ils soient couverts quand ils vont faire une garde aux urgences, parce qu'ils sortent du service avec lequel un contrat avait été établi.
Alors, on a vu que tout le monde, tout Camerounais, on va dire comme ceci, médecin ou interne, qu'il soit pharmacien ou médecin, peut prétendre à ce titre dès lors qu'on est interne, dès lors qu'on est médecin, dès lors qu'on est en DES, même dans le pays. On voit beaucoup de gens qui viennent, ils ont 3-4 années de formation, et ils viennent comme ceci pendant 1 an. Ça permet pour eux d'acquérir, à mon avis, une spécialisation ou une amélioration de leurs connaissances. Donc, les étudiants, les médecins, quasiment tout médecin étranger, camerounais, puisque c'est le sujet du jour, peut prétendre au moins à ce genre de poste. La candidature, elle est simple. En tout cas, on voit, c'est sur Internet, c'est sur les réseaux, comment dire, les ressources humaines des établissements, à la Fédération hospitalière de France. Si vous tapez sur le site, on va voir les établissements et les services qui demandent à avoir des faisant fonction d'interne ou des stagiaires comme on veut. La procédure et puis l'acte de candidature se fait de façon le plus classique, c'est-à-dire il faut un diplôme, un CV, une lettre de motivation, on est recommandé et surtout, tout cela est transmis, en tout cas dans mon établissement, au bureau des affaires médicales qui étudie, qui nous dit c'est OK, le candidat répond aux critères et à partir de là, on signe une convention double entre l'hôpital et l'établissement dans lequel est ces candidats et surtout avec la faculté quand on a un étudiant. Donc, c'est une convention double où on a la signature du doyen de la faculté et la signature du directeur de l'hôpital. Ça permet donc de nouer un contrat qui est de 6 mois, comme ça a été rappelé, qui est renouvelable 3 fois. Et finalement, ça permet d'intégrer un médecin qui est un confrère, qui est un compatriote, à qui on va donner, essayer de donner ou de partager, parce que c'est du compagnonnage, de partager ce qu'on sait quotidiennement. Il travaille, comme je disais, comme un interne dans le service. Il décide, enfin, en tout cas, il participe à la visite, et aux prescriptions, aux décisions, aux réunions de service. Et donc, quand on a les gens et ça se passe bien, ça dure en général toujours minimum 1 an, parce que c'est un renouvellement quasi automatique, sauf quand il y a des incidents. Alors, j'ai parlé des avantages en disant qu'ils avaient tous droit aux mêmes avantages que les internes, c'est-à-dire les congés annuels, les congés de formation, les congés maladie. Voilà. Faut savoir que c'est aussi bien de le dire, les internes, généralement, dans cette situation, sont rémunérés de l'ordre, je crois que c'est 1 500 € par mois. Les gardes sont payés environ 150 € par garde. Donc, ils ont un avantage parce qu'ils sont logés dans l'établissement, à l'internat. Ils intègrent, on va dire, l'internat comme tous les autres internes. Je pense qu'il y a des repas qui sont donnés. Bien entendu, ça, c'est quand il y a eu une convention que tout cela a été intégré. Si, par contre, les gens viennent et que l'établissement ne peut pas payer, et les établissements dans lesquels ils peuvent venir, c'est souvent quand il y a des postes d'internes qui sont alloués et qu'ils ne sont pas pourvus. Voilà. Dans les établissements au CHU dont je dépends, par exemple, quand les gens viennent dans la même situation, l'établissement ne rémunère pas les gens. Donc, ils viennent dans un cadre de faisant fonction d'interne, ils ne sont pas rémunérés parce qu'il n'y a pas de problème de déficit de postes d'interne dans cet établissement. Et là, il faudra tenir compte du fait que dans ce cas, il faut payer un loyer, il faut manger, et ça peut coûter beaucoup cher. Mais dans l'immense majorité des cas, quand il y a une volonté de part et d'autre, quand le contrat il est clair, quand les objectifs à atteindre sont fixés et qu'il y a une convention qui se fait entre les deux établissements, ce confrère il est intégré beaucoup plus facilement et il va pouvoir passer 6 mois ou 1 an, ou dans l'immense majorité des cas, je pense qu'il repart avec des acquis et puis avec une situation qui peut parfois, mais c'est pas ça l'objectif, déboucher, parce que ça aide à acquérir les bases, par exemple, pour pouvoir postuler à un concours de PAV. Voilà pour moi, voilà mon expérience. J'espère que c'est assez clair. Et puis, je suis à vous pour les questions ou les échanges qui peuvent suivre. Merci. Merci, Innocenti, pour ta présentation claire, limpide. Tu as donné des pistes. Donc, voilà, nous sommes au terme de nos 3 présentations, de nos 3 topos.
qui ont été très claires. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, donc un petit résumé. Donc, il y a le docteur Tatiko qui a fait sa première présentation. C'était sur, il était stagiaire associé avant de faire ses EVC, mais il était déjà en France. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà sur le territoire. Il connaissait déjà un peu le système français, donc cela a été un peu plus facile pour lui. Quand il a fait ses EVC, il a réussi, il a intégré le système français. Actuellement, il est en poste pour le parcours de consolidation des compétences, c'est-à-dire ce parcours qui dure 2 ans. Et ensuite, son dossier sera soumis à une commission nationale qui va donc évaluer son dossier, voir, il y aura 3 issues. C'est bon, alors il a le quitus pour aller s'inscrire à l'ordre et après postuler dans un hôpital qu'il veut, libre comme le vent. 2, la commission peut dire, docteur Tatiko, monsieur Stéphane, alors on voit qu'il y a quelques lacunes, on te prescrit 6 mois en plus dans tel service d'un CHU, d'un hôpital agréé de recevoir les internes. Après, tu reviens avec le dossier voir la commission. 3e, on dit, tu es tellement nul, et ça ne va pas, tu es récusé, tu ne peux pas continuer, quoi. Donc, voilà les 3 issues possibles. J'espère que pour nos confrères camerounais, l'issue qu'on souhaite, c'est la première issue, c'est-à-dire très brillant comme on sait le faire. On passe nos EVC, on est tellement brillant. La commission dit rien à signaler. On a le quitus pour s'inscrire à l'ordre et puis on continue notre beau chemin. Et puis, on aide les jeunes frères à faire comme nous. Le docteur et après, il y a Ornella qui nous a parlé. Son parcours était différent, le parcours d'Ornella. Ornella, en fait, médecin qui s'est formé au Cameroun. Ornella, après sa formation à la faculté de médecine des sciences biomédicales de Yaoundé, elle a postulé à un master de santé publique. Après son master en France, où elle est arrivée, sachant que quand tu fais le master, tu ne peux pas bosser dans un hôpital. Tu es là juste pour faire ton master, des cours. Entre-temps, elle n'a pas dormi sur ses oreilles. Elle a préparé ses EVC. Elle n'avait jamais travaillé dans le système français, dans un hôpital français. Elle a préparé ses EVC et les a réussi brillamment. Et donc, elle a été lauréate en médecine générale. Et donc, son premier stage dans un hôpital français, sans connaître. Les débuts, c'était difficile, ça c'est clair, les débuts sont plus difficiles. Mais en 2-3 semaines, 1 mois, en tant que Camerounais, rien n'est impossible pour un lion, pour une lionne. Elle s'est intégrée, tout va bien. Et puis, elle a fait son parcours, dont ces 2 parcours assez différents. Donc, c'était important de présenter ces 2 parcours. Après, l'ami, le frère Innocenzi Dadanessi, il en a l'habitude. Il reçoit les connationaux dans son service et même hors de son service, les services frères. Et quand il sait qu'il y a un poste qui se libère, il n'hésite pas pour pouvoir aider les nôtres à pouvoir s'intégrer, à pouvoir se former parce que, comme je dis toujours, nous sommes là, nous sommes Camerounais, même ceux qui sont déjà, je ne sais pas, une nationalité européenne, mais nous restons Camerounais. Donc, voilà, se former, aider les nôtres à se former. Si quelqu'un veut rentrer au Cameroun, ce sera un plus pour pouvoir se faire aider, soigner nos parents, nos familles qui sont sur place. Donc, la 3e partie, donc, est dédiée aux questions, dont l'assistance, s'il y a des questions pour les orateurs, voilà, vous pouvez les poser. Je ne sais pas si Alain avait recueilli quelques questions dans le chat. Je pense avoir déjà répondu à une question. Il y a quelqu'un qui demandait si la procédure d'autorisation d'exercice concernait que les médecins. Comme je l'ai dit, ça ne concerne pas que les médecins. Les chirurgiens dentistes peuvent participer aux EVC, les chirurgiens dentistes. Et puis, les chirurgiens dentistes et qu'est-ce que j'oublie? Les pharmaciens aussi ont droit. Donc, je vois, il y a 3 participants qui ont levé la main. Je passe dans la parole à Monsieur Yungi pour sa question. Bonsoir à tous, merci pour les brillantes présentations. Vous me suivez? Oui, on te suit très bien. Tu as coupé ton micro, vous avez coupé votre micro. Là, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Vous pouvez y aller. Ah, d'accord.
Alors, ma question était de savoir, sur le plan financier, comment s'apprêter? Est-ce que, comment mieux s'apprêter sur le plan financier? Parce que je suppose que toutes ces procédures-là, Peut-être par le micro, sinon on ne vous écoute pas. Là, c'est bon. oui, je disais tantôt que sur le plan financier, toutes ces procédures, oui, sur le plan financier, toutes ces procédures doivent valoir un coût. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux se préparer? Alors, j'ai compris la question. Donc, sur le plan financier, en fait, la procédure d'autorisation d'exercice ne coûte pas au niveau financier. Mais ce sont les contours, c'est-à-dire, tu le feras si tu es au Cameroun ou dans un pays, si vous êtes au Cameroun dans un pays africain ou dans un autre pays hors Union européenne, ce qui est sûr, la procédure d'obtention du visa, c'est à vos coûts. Le billet d'avion, ce sera à vos coûts. Maintenant, quand vous venez à Paris, c'est à vos coûts, personne ne vous aide, c'est-à-dire que pendant que vous allez venir arranger à Paris, en région parisienne, pour passer vos épreuves de vérification de connaissances, ce sont vos coûts. Si vous avez de la famille qui peut vous héberger, tant mieux. Mais tout cela est à vos coûts. Maintenant, c'est quand quand il y aura maintenant le CNG va organiser, maintenant basé plus ça, va organiser la procédure de choix de poste. Quand vous aurez choisi votre poste, quand vous serez arrivé, c'est maintenant là, quand vous prenez le poste, vous êtes salarié. Et puis, après, si vous voulez, je peux même vous donner les salaires des praticiens, parce que maintenant, quand vous passez la PAE, c'est-à-dire les EVC, vous êtes praticien associé. Parce qu'avant, il y avait des statuts, il y avait le statut de Attaché. praticien attaché associé et l'autre, le statut d'assistant associé qui n'existe plus. Actuellement, on parle juste de statut de praticien associé où il y a deux échelons. Le premier échelon, c'est-à-dire la première année, c'est 34 863 euros brut, c'est-à-dire 2 905 euros par mois brut. Et le deuxième échelon, c'est-à-dire la deuxième année, vous avez droit à 39 396 euros brut, c'est-à-dire 3 283 euros mensuels. Donc, tout ce qui toutes les dépenses avant d'intégrer le poste, c'est à votre recherche. Après, si les panélistes veulent ajouter quelque chose, voilà. Bon, c'est comme tu as dit, Achille, après, pareil, mais pour l'inscription, surtout, elle est gratuite. Donc, tu t'inscris, c'est gratuit. Et puis, en ce qui concerne même également les salaires, ça a été revu légèrement à la hausse, une centaine d'euros environ. Mais sinon, c'est comme tu as expliqué tout à l'heure, c'est pas de plus. C'est ça, quoi. Sachant que ces salaires que j'ai donnés, ça c'est le brut, c'est-à-dire qu'après, il faut savoir que les praticiens associés, vous avez les gardes pour les astreintes faites, sont payés en plus. Et si vous faites ce qu'on appelle le temps additionnel, c'est ce qu'on appelle, je pense comme les heures sup. Vous pouvez faire du temps additionnel, mais pas plus de 30% de vos obligations de service. Et là, c'est payé en plus. Il y a aussi ce qu'on appelle la prime d'exercice territorial, c'est-à-dire que si vous travaillez dans deux sites, vous avez une prime d'exercice territorial parce que vous travaillez dans deux sites. Bon, ça, c'est un peu ce que vous pouvez avoir. Là, il y a Monsieur Joël Daco. Vous avez la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, déjà, merci de m'avoir passé la parole. Déjà, un grand merci pour cette réunion parce que ça nous permet à nous, Camerounais, de pouvoir avancer, notamment dans le domaine de la médecine. Et vraiment, nous vous disons déjà un grand merci. Dans ma question, je vais prendre plus mon cas particulier. Déjà étant résident, cherchant à obtenir un diplôme d'études spécialisées, notamment dans le domaine de la chirurgie pédiatrique dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous concernant, quel statut serait mieux pour nous? Est-ce que ce serait un statut faisant fonction d'interne ou stagiaire associé, notamment à partir de troisième ou quatrième année venant en France? Est-ce que c'est le statut de stagiaire interne ou bien faisant fonction d'interne ou bien un statut venant pour un DRFMS qui serait adapté pour nous? Dans la même lancée aussi,
est-ce qu'il y a des hôpitaux particuliers qui sont dans la recherche de ces stagiaires faisant fonction d'interne, notamment dans le domaine de la chirurgie pédiatrique en France? Et si oui, quelles seront les procédures qu'il faudrait déjà engager pour pouvoir obtenir ces stages en question? Merci. S'il y a un panéliste qui veut répondre à sa question, sinon, ouais, Monsieur Joël Daco, après, ça dépend de tout un chacun. Après, être stagiaire associé, postuler pour un poste de stagiaire associé ou de DFMS, ça dépend de tout un chacun et de l'opportunité qui s'offre à la personne au moment donné. L'avantage avec le DFMS, c'est que je crois que c'est un cursus qui est universitaire, parce que il n'y a que les CHU et les APHP qui accueillent les étudiants en DFMS. Par contre, le stagiaire Non. associé dans un CHR, et pour le stagiaire associé. Donc, à la fin du DFMS, vous avez un diplôme. On vous remet un diplôme de formation médicale spécialisée si vous êtes en cours de formation ou de formation médicale spécialisée appliquée si vous avez fini votre approfondi. Voilà, approfondi si vous avez fini votre formation. Après, si vous voulez entamer une procédure d'autorisation d'exercice, il faut faire une fixation sur les EVC. Donc, voilà. Après, pour ceux qui veulent venir en France, c'est un peu ça. Soit il y a le stagiaire associé, au moment venu, vous postulez. Il y a la Fédération hospitalière de France. Je ne sais pas s'il y a des hôpitaux particuliers, mais non, il y a la Fédération hospitalière de France où il y a les postes qui ont des postes tous les jours. Il faut chercher dans la Fédération hospitalière de France. Il y a des postes tout le temps. Et puis postuler, c'est juste... la majeure partie, c'est une lettre de motivation et un CV. Et puis, voilà. Alors, je vais nuancer un peu, si tu permets, Stéphane. Allô? Oui. Alors, il est chirurgien, j'ai pas bien entendu, pédiatrique, c'est ça? Chirurgien pédiatrique, ouais. Chirurgien pédiatrique. Alors, il faut être un peu dans la formation. On peut tout faire. Tu demandes s'il faut faire DFMS, FFI, stagiaire, on peut tout faire successivement, tout ce que tu veux. Mais il faut savoir en gros ce que tu veux, mais je pense que tu veux ce que veulent tous les médecins, c'est-à-dire être bien formé et te retrouver dans une situation de vie qui te permet, avec ton métier, de pouvoir jouir tranquillement. Donc, voilà. Donc, il faut, comme on pense tous pareil, hein, voilà, qu'on soit à Dakar ou à Côte d'Ivoire, à Douala ou ici à Paris, après, il faut être opportuniste. Ça veut dire chercher, ne pas relâcher. Et puis surtout, quand tu viens, il faut savoir quels sont tes objectifs. Si tu considères que sur ton parcours de chirurgien, qui est médico-technique, tu n'as peut-être pas acquis ce qu'il fallait suffisamment pour pouvoir demain travailler avec aisance et surtout avec sécurité pour tes patients, tu vas probablement rechercher un endroit où tu vas être au front. Tu vas travailler, tu vas être au bloc, tu ne vas pas simplement être là pour avoir un papier ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui différencie ce que tu as demandé, c'est-à-dire DFMS, FFI et stagiaire associé? DFMS, c'est exactement la même chose comme FFI, si je peux me permettre. Simplement, c'est centralisé à Strasbourg. Et quand tu vas remplir la longue procédure et que tu seras admis, tu ne sais pas dans quel hôpital tu vas te retrouver. C'est ça un peu la difficulté. Autrement dit, Strasbourg va peut-être t'envoyer à Périgueux ou t'envoyer à Bordeaux ou je ne sais où. Et juste une petite nuance, ce n'est pas simplement les hôpitaux universitaires parce que les postes sont ouverts aussi dans tous les hôpitaux généraux. C'est-à-dire partout où il y a des internes, des postes d'internes. Si tu as un service de chirurgie pédiatrique ou de chirurgie, je ne sais quelle spécialité dans un hôpital général et qu'il y a un poste d'interne ouvert, le jour où ce poste d'interne n'est pas pourvu, le chef de service, en accord avec son directeur, va dire je souhaiterais avoir quelqu'un. Donc, DFMS, c'est exactement comme un FFI, mais ta chute, ton point de chute, tu ne le sais pas. Alors, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup d'incertitudes. Tu vas te retrouver dans un service où tu as envoyé juste une lettre de motivation, où tu n'es pas préparé, parce que si tu prends l'avion je crois, d'Afrique de l'Ouest, tu as dit, pour venir
et que tu sais que tu vas à Bordeaux, c'est mieux de le savoir avant que de te retrouver à Roissy qu'on t'envoie à Lille, par exemple. L'avantage de FFI, c'est une solution intermédiaire qui t'offre, je pense, les mêmes cadres de formation, mais là, c'est direct. Autrement dit, tu as postulé, tu as envoyé un courrier, on t'a appelé, on t'a expliqué, tu t'es renseigné, tu sais comment marche le service et tu sais quelles sont les attentes. Dans toute la formation, quand tu as fait 6000 km, ce qui peut être difficile, c'est de venir et de partir déçu. Déçu parce que tu n'as pas appris et déçu parce que tes formateurs ne sont pas contents de toi. Hein? Donc, si tu es FFI dans un service qui a besoin de toi et que tu exprimes bien en disant voici mon niveau et voici ce que je veux acquérir en chirurgie, tu es chirurgien pédiatrique, peut-être que tu veux faire de l'urologie, tu discutes avec des gens, tu fais un deal avec eux, tu leur expliques que s'ils te demandent de commencer à 7h30 parce que tu vis à l'hôpital, tu peux commencer à 7h du matin, tu vas rassurer des gens, il y aura de la confiance, tu apprends quand il y a un certain degré de confiance. Il y a la confiance et tu vas rapidement acquérir ce que tu veux. Merci. Non, il y a plein de questions. On va passer à d'autres questions. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je vous en prie. Et il y a Anne qui a levé le doigt depuis. Anne, Achille, vous avez la parole. Excuse-moi juste, Achille. Je voudrais donc, c'est docteur Alain Jounda, et je suis sur la chat. Il y a des questions aussi qui sont sur la chat. Donc après Anne, je te passe la parole, s'il te plaît. Voilà, après Anne, je souhaiterais prendre la parole. Merci. Après Anne, je te passe la parole, Alain. Allô? Oui, allô? Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, merci beaucoup pour l'initiative. Vraiment, c'est louable. On souhaite que ça perdure. Alors, merci à Medcam, Medcam France, professionnel de santé. Ouais, c'était vraiment superbe. J'ai 3 préoccupations. Bon, déjà, moi, je suis sur le territoire, je suis en Île-de-France en tant que FFI. Donc, la première préoccupation, bon, ce n'est pas vraiment une préoccupation, ça concerne les DU. Donc, pour le DU, j'ai cru entendre, c'est vrai, dans la loi, dans le contrat que j'ai signé, on dit que ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit de le faire. Mais en même temps, j'ai cru entendre que si ton responsable de stage t'autorise, tu peux faire un DU. Maintenant, vous qui êtes sur le terrain depuis un bon moment, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Deuxièmement, en cas de renouvellement, pour les FFI qui sont sur le territoire actuellement, après le contrat de 6 mois, quand tu signes le renouvellement pour les prochains 6 mois, comment ça se passe au niveau du visa? J'ai cru entendre qu'il y aura une loi pour alléger l'obtention des cartes de séjour et tout. Maintenant, est-ce que vous avez de nouvelles par rapport à ça? Et troisièmement aussi, nous sommes un peu inquiets, si je peux dire comme ça, parce que vu le décret qui dit qu'il n'y aura plus de FFI en France, ici à l'hôpital, ils ne nous ont rien dit par rapport à cela. C'est passé comme de l'eau sur le dos du canard. Maintenant, est-ce que c'est quoi l'issue vraiment des FFI en France à l'état actuel? Et quatrièmement, est-ce qu'il y a un forum en dehors de... Désolée, je suis un peu longue. Est-ce qu'il y a un forum où des médecins déjà sur place en France où on pourrait discuter via WhatsApp ou je ne sais pas pourquoi? Ok, merci. D'accord. Anne, en ce qui concerne la loi, il y a un projet de loi du gouvernement. En ce qui concerne un projet de loi qui doit passer, qui était déjà, je pense que c'est passé en Conseil des ministres, qui doit passer au Parlement et puis au Sénat, qui concerne ce titre de séjour pour les praticiens, pour les médecins étrangers qui sont déjà sur place pour éviter ces problèmes de titre de séjour. Ce sera un titre de séjour, mais ça, c'est encore un projet de loi. C'est vrai que l'extrême droite est déjà sur tous ces gonds, mais bon. Et la droite aussi. C'est un projet de loi qui n'est pas encore passé. Si ça passe, il n'y aura plus de soucis. Ça veut dire que ceux qui travaillent auront droit à un permis de séjour qui peut aller de 1 à 4 ans maximum. Voilà. Donc ça, c'est le projet de loi. Mais c'est encore un projet. En ce qui concerne... Et il faut savoir qu'à partir de il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que
la loi qui a donc aboli deux statuts, c'est-à-dire le statut de praticien attaché associé et le statut d'assistant associé, c'est ces deux statuts qui ont été abolis et qui ont migré vers un statut unique qui est le statut de praticien associé. Pourquoi? J'explique. Parce qu'avant, on n'était pas obligé de passer par la PAE pour être recruté. Quelqu'un pouvait être recruté directement par un établissement dans un statut d'assistant associé et de praticien attaché associé. C'est pour ça qu'il y a ce fameux stock, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas passés par la PAE et qui rentrent dans ce stock que je pense que c'est le collègue d'Adamis qui parlait, qui rentrent dans ce stock et qui normalement la commission du CNJ national avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour étudier leur dossier et donner le quitus. OK, c'est bon, vous pouvez vous inscrire à l'autre. OK, c'est pas bon. OK, il y a un parcours en plus à faire. Après, ils étaient en retard. Donc, actuellement, pour ce stock-là, le Parlement les a donnés jusqu'au 30 avril pour étudier tous les dossiers. Donc, actuellement, sur la carte, le statut de faisant fonction d'interne existe toujours. C'est pour cela que si vous partez sur le site de la Fédération hospitalière française, vous allez voir qu'il existe toujours, il y a des établissements qui proposent toujours des postes de faisant fonction d'interne. Après, pour les autres questions, si les panélistes ont des éléments de réponse, bien entendu, ils ont la parole. Ouais, concernant la première question sur le DU, oui, ça dépend du service dans lequel tu atterris, mais il faut de base, il faut déjà se dire à la base qu'en signant la convention, il n'y a pas de formation médicale, il n'y a pas de formation universitaire pendant la période de stage. Mais, comme le docteur Dadamesti l'a si bien dit, tu arrives dans un service où le chef de service, il est assez gentil, il n'a pas de problème. Il peut accorder que tu t'inscrives à un diplôme universitaire. Donc, c'est variable en fonction de l'endroit où tu arrives. Et pour le renouvellement, quand tu finis tes 6 mois et que l'hôpital te renouvelle, c'est simple, tu te présentes à la préfecture avec les papiers, le contrat, la nouvelle convention, l'avenant, et puis on te délivre ton titre de séjour sans problème. Donc, voilà. Ça, c'était les deux premières questions. Pour la troisième question, je crois que c'était qu'en est-il des FFI? Beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup de stagiaires associés en ce moment en France qui ont fini leurs 2 ans et qui n'ont pas de poste. Parce qu'avant, je pense que c'était la Directe qui s'en occupait. Mais maintenant, il y a une plateforme qui prend très sérieusement en compte les 2 ans qu'un stagiaire associé a déjà eu à faire. Sauf que, toujours, parce que chaque fois en France, il y a des lois, des décrets qui sortent. Pour ces stagiaires associés, s'ils doivent composer les EVC, il y a une loi qui dit que l'hôpital peut les renouveler jusqu'au prochain examen des EVC, exceptionnellement. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse à ces interrogations. Alors, je te passe la parole pour les questions du chat. Docteur Junda? Oui, je suis là. Bonsoir. Désolé. Voilà. Donc, Nous t'écoutons. Il faut couper un des deux micros, le docteur. Oui, c'est bon, c'est fait. Alors, donc, merci en tout cas à tous ceux qui se sont connectés de par le monde. Je tenais à remercier l'association Medcam France, qui est une association légalement enregistrée en France et qui regroupe beaucoup de nos confrères camerounais, non seulement médecins, biologistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes,
psychologues qui, autour de l'association, se réunissent et qui font des propositions de choses concrètes comme ce soir, où nous parlons de projets d'envergure, parce que si vous avez bien vu, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de retardataires, mais la diapositive de Dr. Orné là, était très claire. Le but, c'est d'avoir un nombre comme l'Algérie pratiquement. Donc, nous, on était parmi les nations où il y a moins de stagiaires associés. Les Algériens ont travaillé à créer leur réseau depuis de multiples années. Il n'est en aucun cas question d'appauvrir le continent africain, mais plutôt d'enrichir le continent avec des périodes de stage qui permettent d'acquérir des compétences, car il ne faut pas oublier, ces périodes de stage, ce sont des périodes de perfectionnement pour ceux qui veulent faire les stages de 6 mois, 12 mois. Il y a la possibilité, comme ça a toujours été, de faire reconnaître le diplôme de médecin, parce que ça, c'est valable pour un médecin camerounais qui veut aller en France, et c'est valable pour un médecin français qui veut aller au Cameroun. Donc, il faut toujours faire ce type de reconnaissance de diplôme. Donc, parce que je précise cela, parce que dans certains groupes WhatsApp, il était signalé comme si l'association Medcam France voudrait appauvrir le Cameroun en médecin. Ce n'est pas le cas. Nous sommes là pour tendre la main à ceux qui ont besoin de faire des formations, et ça peut être des spécialistes, comme des généralistes ou comme des chirurgiens dentistes. Il faut rappeler, ces stages ont une durée limitée qui ne permettent pas de travailler hors du service d'accueil, comme l'a bien dit le docteur Dadamissi et les autres orateurs. Donc, nous sommes ici pour échanger et pour créer ce réseau et pour ne pas être toujours parmi les derniers. Pourtant, il faut savoir que la France a une grandissime population médicale. Il y a des directeurs de CME, des professeurs, donc des enseignants. Il y a des Camerounais partout. Donc, nous voulons, au même titre que les Algériens et nos confrères du Maghreb, qui ont profité d'années d'insertion sur place pour créer leur réseau et permettre donc à leurs stagiaires de venir faire des formations et puis rentrer dans le pays d'origine pour ceux qui veulent, et pour ceux qui réussissent à reconnaître le diplôme, de rester et de poursuivre avec leur séjour en France. Donc, je passais donc aux questions qui ont été posées. J'en ai eu que quelques. Donc, je voudrais dire, pendant la procédure de PAE, l'intéressé touche combien, par exemple, s'il vous plaît? Donc, ça, c'était une des questions qui a été posée. J'ai répondu à cette question déjà. Oui, mais comme il y a ces personnes qui sont arrivées par la suite, c'est pour ça. Peut-on postuler pour FFI ou stagiaire associé sans avoir travaillé dans un hôpital? Donc, voilà quelqu'un qui pose une question directement du Cameroun en disant, s'il vous plaît, peut-on postuler pour un poste d'FFI ou stagiaire associé sans avoir travaillé dans un hôpital? Donc, je pense, sans avoir travaillé dans un hôpital au Cameroun. Comme on a dit au début, c'est une convention internationale entre structures hospitalières. Donc, on va demander, je crois, comme c'est le cas, de prouver, de montrer un contrat. Donc, il y a certains qui trouvent un contrat d'un hôpital, on va dire, où ils ont travaillé, où ils ont fait un stage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut une convention internationale entre les structures hospitalières, celle d'accueil et celle d'où le praticien camerounais part. Donc, je laisserai en tout cas aux panélistes répondre. Donc, une autre question, comment arriver en France pour un poste de stagiaire associé? Quel est le type de visa qu'il faut demander à l'ambassade? Et la dernière question, c'était beaucoup de postulants se sont vus refuser des visas de l'ambassade. Que pensez-vous faire pour améliorer les choses? Je vous remercie. Merci Alain pour ce recueil. Je réponds déjà à ce qui concerne, je l'avais déjà dit, les salaires stagiaires, disons le praticien associé, c'est-à-dire celui qui a fait sa PAE, qui a reçu ses EVC. Le salaire, c'est 2 échelons. Premier échelon, 34 863 € brut annuels. Ça, c'est hors garde, hors temps de travail additionnel, hors prime d'exercice territorial.
Deuxième échelon, c'est-à-dire deuxième année, 39 396 euros brut annuel. Je vois que Innocenti voulait compléter avec des réponses. Innocenti, vas-y. Alors, juste pour dire que c'est bien de préciser, je pense que le but de la soirée, ce n'était pas, comme ça peut le dire ou le penser, nullement pas, nous n'avons ni le droit ni le pouvoir de siphonner le système de santé camerounais. Bien au contraire, on voudrait modestement aider ceux qui le veulent à avoir un perfectionnement dans un domaine, un neurologue qui va apprendre l'EMG, enfin plein de choses comme ceci, mais nullement pas. Donc, il faut insister. Après, les gens, quand ils veulent passer une PAE, bah, je veux dire, ils ne passent pas par nous, c'est volontaire, c'est un cheminement, c'est un parcours. Alors que là, il faut insister surtout, c'est comment aider les gens qui veulent venir transitoirement, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les FFI dans les services, comment aider les gens qui veulent venir transitoirement. Et le but, c'était de faire comme l'ont fait, on a parlé des Algériens, des Marocains, mais il y a beaucoup de réseaux, même libanais, on le sait bien, où ils ont des systèmes, ils ont des tableaux Excel qui permettent de guider. Et là, on l'a initié avec l'adresse mail que Alain a communiquée, qui permet à tout un chacun d'envoyer le CV. Et ce sera à nous de faire un travail simple, mais un travail, on va dire, efficace, c'est de pouvoir distribuer, de pouvoir chercher, de pouvoir aider, mais surtout les gens qui viennent à Nantes, s'ils peuvent acquérir quelque chose de bien, et quand ils repartent au Cameroun, je pense que c'est aussi une contribution qu'on peut avoir pour le système de santé et pour nos parents qui vont être pris en charge au Cameroun. Le salaire, tu l'as dit rapidement, c'est 1 300 euros, je l'avais dit, pour entre guillemets, un FFI, c'est-à-dire voilà, celui qui vient pour passer 6 mois, 1 an, pour acquérir, avec tous les avantages en nature. Et tu avais une autre question, c'était, je ne sais plus, par rapport au visa. Finalement, quand il y a une convention qui est signée entre un établissement français et un établissement camerounais, ou une faculté au Cameroun, généralement, c'est rare que ça puisse poser des problèmes de visa. Il peut y avoir des retards. On l'a vu avec le Covid, où les gens venaient 4 mois après que la convention avait été signée. Donc, hormis les problèmes de retard, généralement, quand c'est bien, quand c'est une convention bien signée de part et d'autre, je pense que des visas s'obtiennent sans trop de difficultés. Alors, il y a d'autres mains levées. Amandine. Bonsoir et merci de m'avoir passé la parole. Et merci vraiment pour cette initiative. Ma préoccupation se trouve au niveau de composer en tant que gériatre. J'aimerais savoir si on a un diplôme. J'aimerais savoir si on a un diplôme, par exemple un master de gérontologie. Est-ce qu'on peut toujours postuler pour la gériatrie et faire après une capacité de gériatrie? Dans le parcours de la PAE, c'est ce que vous voulez savoir? Oui. Oui, dans le parcours de la PAE, le parcours de la PAE, en fait, quand vous faites des EVC, comme l'a dit, je pense que c'est Ornella qui l'a bien expliqué, vous pouvez faire soit gériatrie, soit médecine, ça regroupe tous les médecine générale, gériatrie et médecine d'urgence. Et quand vous choisissez la gériatrie, vous faites une capacité obligatoirement en gériatrie, oui. D'accord. En fait, mon souci, c'était de savoir, est-ce qu'un master de gérontologie ne peut pas remplacer une capacité de gériatrie? Non, pas du tout. Parce qu'en master, vous n'avez pas droit à l'hôpital. Vous ne partez pas à l'hôpital en master. Vous n'exercez pas. Okay. Merci. De rien, docteur Bobda? Non, bonsoir les amis, vous m'entendez? Très bien. Oui, enchanté, vraiment, bonsoir. Je retrouve Innocent ici. Bonsoir Alino, bonsoir Ornella et tous ceux que je ne connais pas. C'est un plaisir. Je voulais juste, certainement, on va dire, ça va être une répétition, dire des choses en fait qui peuvent aider, parce que j'entends les questions que les collègues posent là. Je félicite tous ceux qui ont organisé la réunion de ce soir parce que ça fait plus de 50 ans que les mêmes problèmes se posent. Je vais seulement rappeler que si on fait un peu le bilan de l'histoire, pour ce qui est de la France, hein,
Les lois changent de titre, mais le fond des lois ne change jamais. Il ne faut pas se tromper. Ça, c'est une discussion récente avec un député de l'Assemblée nationale et 2 directeurs d'hôpitaux en France. Les objectifs de la loi ne changent jamais. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de préciser à nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, qui vont arriver ou qui sont déjà sur le territoire, c'est très, très important qu'ils aient, et c'est pas pour titiller, qu'ils écoutent réellement les choses telles que vous êtes en train de dire de façon basique comme ça, premièrement. Deuxièmement, vous avez dit quelque chose, mais je vais insister quand même dessus. Le Cameroun manque de fonctionnement en réseau par rapport aux autres pays, comme le Sénégal, comme l'Algérie, à cause de notre relation à nous, entre concitoyens, et du professionnalisme. J'ai parlé du Sénégal ou bien de l'Afrique de l'Ouest pour d'autres choses, y compris dans d'autres domaines. Exprès, pourquoi? Parce qu'une filière fonctionne lorsque un citoyen étant passé par une filière, par une petite porte, ne détruit pas la porte, si je peux dire ça comme ça. Je discutais récemment, je peux même vous donner le nom d'un hôpital, on va dire, dans le Finistère, avec un directeur par rapport à ça. Il expliquait très, très bien ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des demandes dans le cadre de la filière associée sont actuellement centralisées pour que la décision administrative, c'est-à-dire du préfet qui donne le titre de séjour, soit supérieure à la volonté du directeur de l'hôpital. Ce n'était pas le cas à l'époque par rapport au FFI. Conséquence, il est absolument important que le comportement de nos frères et sœurs qui veulent venir soit le plus assidu, comme disait Innocenti tout à l'heure. Pour que quoi? Pour que, même si le pays ne veut pas accueillir les gens pour leur donner les papiers, pour que le directeur d'hôpital qui est dans le besoin, pour que le chef de service, qui, je ne dis pas qu'il est humain, mais qui certainement dans le besoin, a besoin de faire travailler quelqu'un, pour qu'il soit content de celui qui va arriver. Troisièmement, et je fais juste un petit décart, même si ce n'était pas la question, je sais très bien que le questionnement que nous avons tous, c'est comment gagner notre vie par rapport à l'argent. Deuxièmement, comment obtenir éventuellement les démarches pour rester sur les territoires. Mes collègues l'ont évoqué, et ce n'est pas le but de la soirée de détailler les différents axes possibles pour pouvoir réussir une émigration à l'extérieur pour ceux qui y pensent. Quel qu'en soit le cas, la réussite de l'immigration à l'extérieur fonctionne sur 2 axes. Le problème des diplômes dont on est en train de parler pour ce qui est de la médecine, mais aussi les adaptations de parcours qu'on connaît depuis des décennies, c'est-à-dire le fait que lorsque vous êtes sur un territoire, vous arrivez à légitimer auprès de l'autorité préfectorale, auprès de l'autorité administrative, que vous avez réussi à vivre individuellement, indépendamment. Beaucoup de ceux qui réussissent à obtenir les papiers, algériens, marocains, tunisiens, de tous les pays du monde, notamment pour ce qui est de la France, ne réussissent leur immigration que parce que la filière administrative dit OK. Ce qui m'a permis tout simplement de montrer que lorsqu'on arrive en tant que FFI, on est très, très occupé. Mais jadis, lorsqu'on avait des formations, lorsqu'on vous accepte peut-être de vous inscrire, lorsque vous pouvez, on va dire, travailler, légitimer auprès du directeur de l'hôpital que vous êtes assez assidu pour travailler et qu'on ait besoin de vous est une bonne chose, mais parfois en d'autres temps, des frères sont même partis jusqu'à chercher des emplois, on va dire, d'infirmiers, j'ai fait, des emplois d'infirmiers, des emplois de la filière soins, ou bien des emplois dans un secteur qui n'était pas, on va dire, l'idéal, mais attention, si cela est bon du point de vue, on va dire, moyen, cela peut mettre en danger, on va dire, la régularité sur le territoire, surtout en contexte de Front National qui monte énormément en France. J'arrête là-bas parce que ce n'est pas un truc politique. Je félicite, on va dire, ceux qui ont organisé, on va dire, ceci, et je remercie les frères et sœurs qu'on organise collectivement le réseau qui permet qu'on puisse continuer à discuter de ces choses, parce que les plateformes Zoom, on en a, les groupes WhatsApp, on en a. Il faut seulement qu'on se mette en synergie pour aider nos frères ici et là, y compris surtout sur la problématique du retour sur laquelle moi je travaille particulièrement depuis 2 ans. Merci à vous tous. Merci Dominique pour ta prise de parole. Merci. Ce n'était pas une question, c'était juste un apport en plus. Donc, je te remercie Dominique pour cet apport. Et donc, il y a beaucoup d'autres mains. On est déjà à 21h30, ça devait être terminé à 21h, mais je crois qu'il y a toujours près de 200 personnes. Si vous permettez, on va continuer encore un peu plus pour permettre à tout le monde de participer et puis d'essayer d'apporter des éclaircissements si possible. Alors, Monsieur Yumbi ou Madame Yumbi, je ne sais pas qui c'est. Voilà, vous avez la parole parce que la main est levée. Ensuite, on passera, je vois Boss, je ne sais pas qui c'est, mais bon, Yumbi.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers aînés. Oui, déjà, je me nomme Yumbi et encore merci pour les différentes présentations. C'était très intéressant. Sinon, j'ai deux questions. J'aimerais savoir pour la procédure, les documents nécessaires pour pouvoir passer les EVC. On est là à mentionner un niveau de test, de test de français, quoi. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que c'est obligatoire forcément d'avoir cela? Ou alors, Oui, c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Alors, c'est pas obligatoire parce que pour les Algériens, enfin pour les ressortissants du Maghreb, après ce qu'on m'avait dit, on a constaté qu'il y avait qui ont fait leurs études en arabe et il fallait donc qu'il y ait ce test en français. Alors moi, personnellement, j'avais pas eu ça, j'avais pas donné et beaucoup de nos confrères qui viennent de l'Afrique subsaharienne où on sait qu'au Cameroun, c'est l'anglais, c'est le français qui est bien parlé, tout ça. C'est pas obligatoire, ça dépend du pays où l'on vient. Stéphane, je dis c'est obligatoire, Voilà. pourquoi? Parce que j'en connais, parce qu'il y a une liste de pays. Beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas besoin, mais quand tu es au Cameroun, c'est obligatoire. Parce que je connais quelqu'un du Cameroun. Si tu fais tes EVC à partir du Cameroun, le Cameroun, malheureusement, avant, c'était reconnu, c'est-à-dire ton bac camerounais était reconnu comme tu parles bien français, mais actuellement, non. C'est pour ça que je dis que c'est obligatoire pour ceux qui sont au Cameroun. Voilà. Ah, d'accord. Donc moi, parce que j'étais ici. OK. Je peux rajouter un truc, s'il vous plaît. Après, dans ma présentation, j'ai parlé l'arrêté. Après, il y a plusieurs types de justificatifs, notamment le test de langue pour ceux qui peuvent faire un test de langue, ou bien l'attestation d'études en langue française. Ça, c'était mon cas, par exemple. J'ai fait une demande au secrétariat de mon université. On m'a fourni un document qui prouve que j'ai fait mes 7 ans d'études en langue française et c'est passé. Après, si tu ne peux pas avoir ce document, tu vas composer dans un centre d'études de langue. Ça, ce sont les deux que je maîtrise. Mais sur la liste de justificatifs pour les EEC, il y a plusieurs autres justificatifs pour prouver que tu maîtrises la langue française, pas seulement le test de langue, pas seulement l'attestation d'études en langue française. Si tu as, par exemple, un diplôme pour quelqu'un qui a un diplôme d'un baccalauréat français, tu peux bien, ou bien un autre diplôme français, tu peux bien postuler avec ton diplôme français qui prouve que tu as étudié en langue française. Après, il y a d'autres justificatifs en dehors du test de langue. S'il vous plaît, on est là, sans toutefois vous couper. Moi, par exemple, j'ai été diplômé en faculté de médecine de l'Université de Douala et actuellement, je suis plus au Cameroun. Bon, je vais postuler étant hors du Cameroun, mais toujours dans l'Union européenne. Ouais. Bon, c'est la raison pour laquelle je demande si c'est obligatoire. C'est un pays francophone de l'Union européenne? Oui, c'est un pays francophone. Alors, si c'est un pays francophone, et c'est quel pays? Si c'est pas... En Belgique. En Belgique. Si vous êtes en Belgique et si depuis que vous êtes en Belgique, vous avez un diplôme belge, que ce soit un DU, non, que ce soit, alors là, rien ne sera reconnu parce que vous êtes en Belgique, mais vous n'avez aucun diplôme en Belgique. Donc, ce qui voudrait dire, et vous faites comme Ornelia a dit, c'est-à-dire qu'une attestation de l'Université de Douala qui dit que vous avez fait tous vos cursus en français et signe, et là, ça passe. Sinon, le plus simple, c'est faire le test de langue. Voilà. D'accord, merci. Et la deuxième question, c'était celle de savoir pour les EVC de 2023, il n'y a pas une date à communiquer puisque sur le site, c'est toujours pas présent. Pas encore. Il faut aller sur le CNG, sur le site du CNG tout le temps, malheureusement. Ok, merci. De rien. Alors, boss, je ne sais pas qui c'est. Bon, bonsoir à tous. Excusez-moi pour le nom. Oui, vous avez la parole. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour les médecins camerounais. J'ai deux questions. La première, c'est... Excusez-moi, il faudrait vous présenter, s'il vous plaît. D'accord, je m'appelle Sandra Palais. Moi, je suis étudiante en 7e année de médecine à la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. J'espère que c'est bon. Donc, ma question, c'est de savoir où est-ce qu'on peut trouver les épreuves pour préparer les EVC.
Donc, pour toutes les filières, que ce soit médecine générale, gériatrie ou médecine d'urgence. Et ensuite, j'avais également, si vous pouvez rappeler le site officiel pour les EVC. Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce qu'étant sur le territoire européen, hors France, on peut postuler sur le FHF pour faire une demande de stagiaire associé avant d'une certaine... Allô? C'est tout pour tes 3 questions? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, docteur. D'accord. Il y a un des panélistes qui veut répondre ou pas? Alors, la dernière question, si tu veux. Vas-y, Innocenti. Parce que j'oublie. Alors, la dernière était de savoir si tu pouvais postuler le site de la Fédération hospitalière de France va lister les hôpitaux qui ont besoin. Donc, si tu vas sur le site, tu verras qu'à Lorient, à Quimper, voilà, il y a un poste en cardiologie, si c'est ta spécialité. Mais après, tu dois prendre contact avec l'hôpital, le chef de service. Et puis, c'est généralement comme ça que tu constitues ton dossier, tu envoies un courrier de motivation et ça se fait généralement en direct. Et ils te disent si cela est possible ou pas. En dehors de ça, sinon, il faut passer par le DFMS qui est basé, comme je l'ai dit, à Strasbourg. Et tu ne sauras pas dans quel hôpital tu pourras être affecté. Ça, c'était la 3e question, mais les 2 autres premières, je n'ai pas suivi. D'accord, merci Innocenti. Vous avez écouté la réponse? Les 2 premières questions. Les épreuves sont dans le site du CNG, le Centre national de gestion, le CNG. Il y a toutes les épreuves depuis 2009 jusqu'à 2021. Il y a toutes les épreuves dans toutes les spécialités. Donc, voilà. Et le site officiel, voilà, c'est le CNG, le Centre national de gestion. Tout examen organisé par l'État français, c'est dans le site c'est pas le site que, voilà, tout le monde, que ce soit les ECN, les EVC, l'examen pour les praticiens hospitaliers, tout ça. Donc, voilà, c'est le CNG. Voilà, le site, donc c'est le CNG, mais je rappelle juste que dans le site du CNG, ce ne sont que des épreuves dont vous n'aurez pas des corrections. Voilà. Voilà, ce sont des épreuves sans correction. Après, si elle a des contacts en France qui vont aller au Cameroun, il y a des revues, je ne sais pas si ce sont des revues là, il y a des épreuves qui sont faites avec des corrections, mais qui ne sont pas toujours des corrections. Toutes les réponses ne sont pas justes, mais au moins on a une petite idée de ce qu'on peut répondre. Oui, c'est des orientations en fait. Voilà. Voilà, des orientations pour quelqu'un qui va au Cameroun, il peut vous ramener ça, mais tout est dans le CNG. Voilà, merci. OK, on va passer iPhone. Je ne sais pas qui c'est, il a levé la main depuis un bon bout. Je vois un iPhone. Je ne sais pas qui c'est. Je vous demande de réactiver votre son iPhone. Okay. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. On vous écoute. Excusez-moi, je suis nouvelle. Oui, excusez-moi, je suis nouvelle sur Zoom. En fait, je ne savais pas trop comment manipuler l'application. Donc, bon, j'ai pu réactiver mon son. Ça va. Donc, je suis docteur Jometa. J'ai fait mes études de médecine en Chine et j'ai terminé en 2020. Ensuite, je suis entrée au Cameroun. J'ai fait des stages au Cameroun. Et aujourd'hui, bon, mes projets personnels m'ont ramené en France. Donc, présentement, je suis en Île-de-France, en région parisienne. Par rapport les EVC, par rapport aux EVC, j'ai déjà quelques informations sur... en fait, j'ai pu postuler pour les EVC de 2020, étant au Cameroun, mais je n'ai pas eu le visa pour arriver. Bon, celui en 2021, pardon, et celui de 2022 qui a été annulé. Bon,
on n'a pas pu le passer. En fait, ma question, c'est présentement, je cherche un stage, un poste de FFI, au stagiaire associé, et c'est un peu difficile en Île-de-France, quoi. Je suis dans le 77, donc sur la ligne du RERB. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des médecins ici qui sont en région parisienne qui pourraient me proposer d'autres manières, un pas à laquelle je pourrais trouver un stage, en fait, un poste en tant que FFI ou stagiaire associé. En quelle spécialité? Médecine, j'ai un diplôme de médecine générale. D'accord, je pense que les participants ont compris et puis bon, voilà. Donc, du coup, il n'y avait pas de vraies questions, c'était juste pour votre cas. Oui, Alain. Ouais. Oui, je voulais préciser que le mail qui a été créé, non seulement c'est un mail qui est là pour avoir les CV de ceux qui cherchent des postes. On créera ce fichier Excel, comme on a dit, mais il y a aussi tous les collègues qui sont susceptibles d'avoir un poste dans leur hôpital peuvent envoyer un mail. Ça nous permettra donc de créer ce réseau pour pouvoir faire rejoindre l'offre et la demande. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, je m'adresse à tous les collègues qui sont connectés de la diaspora, qui sont en France, qui sont dans leurs hôpitaux publics, qui réussissent à avoir, grâce à la discussion avec leur direction médicale, de renforcer l'effectif avec des postes, par exemple, de FFI, de poster juste pour dire j'ai un poste de FFI dans mon hôpital. Et nous, maintenant, de Medcam France, on essaiera de sélectionner les meilleurs CV pour pouvoir proposer ces postes. Et puis, le médecin correspondant pourra après faire le choix et puis faire bénéficier ce stage à un des confrères. Merci. Merci, Alain. Alors, encore 15 minutes et puis ce sera la fin. Donc, je vais donc passer la parole, je pense, qui était là, Flor Camdem. Merci pour la réponse. Ok. Bonsoir à tous. Et vraiment, je vous remercie pour cette initiative. Et merci pour toutes les informations que vous avez données. Moi, c'est Dr. Flor Camdem, médecin formé. Ceux qui ne parlent pas, arrêtez vos micros pour que la connexion soit fluide, s'il vous plaît. Oui, Flor, allez-y. Oui. Bon, ma principale préoccupation en ce qui concerne la préparation aux EVC, c'est vrai que sur le site, on a d'anciennes épreuves, je pense aussi on a des corrections. Mais ma principale préoccupation, c'était de savoir est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour répondre aux questions? Parce qu'on a des aînés qui, bien qu'étant spécialistes, ont eu à composer plusieurs fois et qui n'ont pas réussi et se demandaient que, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent comme réponse? Et c'est là, je ne sais pas, on s'est dit que peut-être qu'ils devaient forcément avoir une méthodologie précise. Quand je prends par exemple notre cas au Bénin, à chaque type de question, il y a une façon de répondre. Par exemple, quand on dit CAT devant un signe, on sait que pour répondre à cette question, il faut déjà faire la définition, il faut la reconnaissance, les signes de gravité, la mise en condition, la recherche de l'étiologie, ainsi de suite, jusqu'au traitement, la prévention et le pronostic. Et quand tu donnes toutes les réponses de manière mélangée, là, si la question peut-être est sur 4, c'est à peine si on te donne 1. Alors que quand tu structures bien la réponse, là, tu as tous tes points. Donc, on se demandait, est-ce qu'ici aussi, ils n'ont pas une méthodologie précise, une façon avec laquelle on doit répondre à tel ou tel type de question? Ça, c'était la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation,
c'est de savoir est-ce qu'il y a des documents qu'on peut lire pour préparer les EVC, hormis les épreuves. Parce qu'avec les épreuves, ces gens, il y a telle question, mais on n'a pas accès aux cours, en fait. Bon, c'était principalement ça, mes préoccupations. D'accord. Le grand problème, c'est que différemment de l'ECN, les EVC, il n'y a pas de réponse officielle publiée, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse officielle. Même, vous trouverez sur des sites des documents, c'est-à-dire que des questions avec des réponses. Donc, voilà, mais des réponses officielles, c'est-à-dire que l'enseignant ou l'examinateur attend, ça n'existe pas encore. C'est pour ça que je disais, sur le site du CNG, on n'a que les épreuves et pas de réponse. Donc, ce que j'encourage, c'est de se mettre en réseau parce que je sais que les Maghrébins, ils se mettent en réseau pour préparer leurs EVC et prendre surtout attache à ceux qui les ont réussi et voir comment ils ont fait. C'est ça la force du réseau. C'est-à-dire les aînés aident ceux qui sont en train de préparer et disent, j'ai fait comme ça, j'ai répondu comme ça et j'ai réussi en faisant cela. Mais dit qu'il y a une ligne officielle, je n'en sais pas, peut-être d'autres panélistes dans l'assistance, il y a des confrères qui en savent, mais moi particulièrement, c'est pas, j'ai un diplôme européen, donc je suis pas passé par les EVC et la PAE, donc du coup, je ne pourrais pas répondre à votre question, disons, ils attendent telle ou telle chose, quoi. Voilà. Après, si des panélistes qui sont passés par là, je sais pas, Stéphane ou Ornella qui a passé les EVC, et si vous avez des éléments des réponses par rapport à cette question, vous avez la parole. Moi, honnêtement, quand je préparais les EVC, pareil, on me disait, il y a une façon de répondre, finalement, laquelle on ne m'a jamais donné la façon de répondre. Mais après, il faut rester précis. Il faut rester précis dans ses réponses, mais après, tout en donnant des éléments clés. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on dit tout le temps, mais parfois, je demande c'est quoi les éléments clés. Donc, en toute honnêteté, je n'ai pas d'éléments de réponse, mais surtout, rester quand même, tout ce que je peux dire, c'est vraiment rester précis dans sa manière de répondre, pas de longs chapitres, aller vraiment droit au but, donner la réponse qu'on vous pose tout simplement. Si je peux ajouter quelque chose. Oui. Est-ce qu'il est possible d'ajouter? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bonsoir à tout le monde. C'est le moment. Je suis docteur Jenny. Je suis praticien contractuel dans un service de neurologie en Île-de-France. Donc, du coup, j'ai fait le même parcours, le parcours de la PAE. Je l'ai passé en 2017. Donc, je dirais que en 2016, je dirais que pour préparer, il faut utiliser les annales des internes français. Moi particulièrement, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Donc, j'avais fait tous les annales des internes français. Ils ont des réponses. Et là, vous avez la grille. En fait, c'est avec cette façon de répondre qu'ils corrigent. Parce qu'après avoir discuté avec ceux qui étaient dans les commissions de validation de la PAE, ils disent que c'est les mêmes critères, en fait. C'est les mêmes critères que à l'époque, quand les internes français composaient encore en termes d'annales. Parce qu'après, les internes français, ils ont changé la façon de valider les internats. Pour ma part, j'avais travaillé avec les annales. Et il y avait des réponses qu'on ne dit pas mis zéro, c'est-à-dire si tu ne mets pas, la réponse, elle est fausse. Même si tu as raconté tout un livre, si on recherche que les mots-clés. Et après, vous pouvez vous inspirer sur le collège des enseignants. Le collège des enseignants, c'est là où il y a les mots-clés dans chaque pathologie. On sait ce qu'on veut retrouver quand on pose la question concernant la pathologie. Donc, pour ma part, c'est les deux, en fait, ce sont les annales et regarder le collège des enseignants pour pouvoir avoir la faculté de répondre simplement avec des mots-clés. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter concernant votre question. Je peux te dire un mot, s'il vous plaît? Oui, Dominique, vas-y.
Oui, juste pour compléter ce que le frère vient de dire là, qui est absolument ça, si vous pouvez, en fonction des villes où vous êtes, avoir accès peut-être à des anciennes annales de l'ancien internat français. Il obéissait, en fait, les annales de ces années-là obéissaient vraiment au système de mots-clés. Et pour avoir discuté avec quelques correcteurs en d'autres temps, et puis des chefs de service ici, et y compris vous rencontrez des frères qui ont échoué à ces examens-là, on se rend compte que visiblement le problème que peut-être beaucoup de personnes connaissent en sortant du pays ou en composant depuis le pays, c'est la précision et le détail. Je ne sais pas si on va se comprendre sur ça. La précision et le détail, c'est exactement comme donner une information claire, loyale et appropriée à un patient. Il faut lui donner tel qu'il ne connaît rien, il n'a pas de base pour comprendre quelque chose de ce que vous dites. Par contre, ce que vous dites doit être clair et compréhensible pour lui en des mots médicaux. Et en général, au pays, par exemple, en fait, pour y être maintenant, en fait, cette facilité et la précision dans les informations, ce n'est pas du tout du quotidien. Mais ici, si vous retrouvez les anciens annales du premier internat français, je pense que dans les bibliothèques en Île-de-France ou à Bordeaux ou à Lyon, on peut, je pense, éventuellement trouver ça ou en ligne, si j'en trouve, parce que je fais pas mal de recherches, notamment biblio, y compris complément ça. Vous allez pouvoir essayer d'apporter des précisions et puis suivre la structuration de la pratique médicale occidentale. Mais ça, une annale en général vous donne, c'est-à-dire que en termes de conduite à tenir, en fait, c'est la conduite à tenir telle que ça se passe à l'hôpital, à Lyon, à Bordeaux, la prise en charge dans le contexte, on va dire, occidental, et puis des détails tout en étant assez précis. Mais il faut être détaillé parce qu'on ne vous juge que sur l'écrit que vous avez fait. Si vous omettez des choses, en fait, ça montre que vous ne savez pas. Il ne faut pas supposer que le correcteur suppose que vous savez parce que vous êtes déjà médecin. Non, vous devez légitimer le fait que vous connaissez ce que vous êtes médecin parce que vous allez écrire tout ce qu'il est censé attendre de vous. Voilà ce que je voulais dire. Merci Dominique. Je rappelle que dans 5 minutes, on va terminer, c'est-à-dire l'enregistrement. Après, si les gens sont toujours intéressés, on va continuer en conférence off, mais plus enregistrée. Donc, ceci dit, je vais passer, il y a encore plein de questions. Je vois pas mal de doigts levés. Docteur Ampère. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis docteur Ampère Feuillou, médecin généraliste, qui a fini ses études médicales à République démocratique du Congo. Et j'ai travaillé à l'hôpital général de Douala pendant 3 ans. Actuellement, je suis en France comme stagiaire associé au centre hospitalier de Brioude. Alors, j'ai 2 préoccupations. La première est de savoir, je réussis la PAE, je fais ma spécialisation de médecine générale. Oui. Et est-ce qu'après ça, je peux décider de faire une autre spécialité, genre chirurgie, pédiatrie ou gynéco, après ça? Ça, c'est la première. La deuxième question est de savoir, j'ai réussi mon test, j'ai fait ma formation de médecine générale, j'ai l'autorisation d'exercer en France comme médecin. Est-ce que je peux postuler dans un autre pays d'Union européenne, c'est-à-dire Belgique, Suisse et le reste? Et troisième chose, c'est juste pour revenir sur une question. Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp où on peut communiquer pour avoir des informations de temps en temps? Merci beaucoup. D'accord. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse suite aux 2 premières questions. C'est-à-dire que, en ce qui concerne, vous êtes stagiaire associé, votre parcours, vu que vous êtes médecin généraliste, le parcours de la PA, si vous réussissez vos EVC, qui est la première étape, c'est-à-dire l'épreuve des vérifications de connaissances, après vous êtes affecté, le parcours avant c'était 3 ans, maintenant c'est 2 ans. Au terme de ces 2 années de consolidation des compétences, vous passez votre dossier à la Commission nationale qui évalue. Comme j'ai dit, il y a 3 hypothèses. En tant que Camerounais, j'espère que la première hypothèse sera la meilleure, c'est-à-dire qu'on vous donne le quitus, donc le quitus pour s'inscrire
au Conseil de l'Ordre. Donc, vous êtes inscrit au Conseil de l'Ordre comme médecin généraliste. Là, vous êtes inscrit au Conseil de l'Ordre comme médecin généraliste. Vous travaillez comme médecin généraliste. Maintenant, actuellement, il y a des ARS qui, j'ai vu ça passer dernièrement, qui donnent la possibilité à certains médecins généralistes de pouvoir postuler quand il y a un trou pour une autre spécialité. Mais ça, c'est au cas par cas. Il n'y a encore rien vraiment qui délimite cela, quoi. C'est pas une loi nationale qui autorise cela. Donc, j'ai vu cela passer. Je sais qu'il y a des médecins généralistes qui se sont levés un peu par rapport à cela. Voilà, ça, c'est par rapport à la première question. La deuxième question, c'était… Est-ce que si j'ai cette autorisation d'exercer en France, est-ce que je peux aller exercer dans un autre pays d'Union européenne? Bien sûr, vu que si vous avez l'autorisation d'exercer en France, vous êtes inscrit à l'Ordre des médecins français comme médecin généraliste, ça veut dire que si vous respectez la convention CE de la Commission européenne, donc qui reconnaît dans tous les territoires de l'Union européenne votre diplôme. Ça veut dire si vous voulez aller exercer en Belgique, en Suisse, ça c'est possible. Vous faites votre dossier, vous allez là-bas et vous vous inscrivez à l'ordre et vous exercez. Parce que du moment où la France a reconnu vos capacités, elle a validé, vous êtes inscrit à l'ordre, alors vous pouvez vous déplacer et vous inscrire dans un autre pays, aller bosser dans un autre pays, comme quelqu'un qui a un parcours européen, français, voilà. Super. Et par rapport au groupe WhatsApp, il y en a? Il y a un groupe WhatsApp des professionnels de santé, mais c'est un groupe WhatsApp vaste. Ça ne traite pas que disons des questions de PAE, quoi. Mais un groupe WhatsApp qui traite que de la PAE, ça n'existe pas. Mais un groupe WhatsApp, il y a plusieurs groupes WhatsApp de professionnels de santé, en fait. Voilà. Il y a le groupe WhatsApp professionnels de santé Medcamp France, par exemple, qui existe. OK. Et pour y accéder, qu'est-ce qu'il faut? Envoyez déjà tous vos coordonnées et dossiers au mail que le collègue Dr. Junda a passé, c'est-à-dire stagiaire Medcam. Alain, tu peux renvoyer le mail. Je pense que c'est écrit quelque part. Vous envoyez le mail et puis on vous donnera. Ouais. stagiairemedcam@yahoo.fr, je crois. Super. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Là, je vais…